Bonsoir à tous, voici les titres du journal. 20 candidats en provenance de l'ensemble des lycées techniques du Bénin et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage étaient en compétition à Abomey. C'est dans le cadre de la 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Les métiers retenus pour la compétition de cette année sont la soudure et la menuiserie. Retour sur les temps forts de cette compétition dans un instant. L'association Colping Bénin AKB consigne ses activités dans un document témoin. Il s'agit des activités faites ces 10 dernières années. Les œuvres caritatives de cette organisation non gouvernementale sont donc capitalisées pour servir d'archives. Une séance de vulgarisation a été organisée ce lundi sur ce nouveau document qui retrace les forces et les faiblesses de l'AKB. 1-0, c'est par ce score étriqué que la ZAF de Commet s'est imposée aux vétérans FC de Grand Popo pour la finale du tournoi des vétérans du Modo. La deuxième édition de cette compétition est organisée par la direction départementale des sports du Modo avec le soutien du Fonds national de développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs. Les temps forts de la finale dans ce journal. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Cette année, les métiers en compétition sont la soudure et la menuiserie bois. Pour la phase finale, 20 candidats en provenance de l'ensemble des lycées techniques du Bénin et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA ont planché à Abomey. Après l'ultime épreuve consacrée à la pratique, les meilleurs candidats ont été récompensés. Les autres sont partis avec des lots de consolation. Imet Hélène Amosso. Les Olympiades des métiers porteurs, l'événement est à sa 5e édition. Il vise à développer l'esprit de compétition, mais aussi et surtout promouvoir l'excellence en milieu d'apprentissage ou celui de formation technique et professionnelle. L'édition 2021 a réuni à Abomey pour la phase finale 20 candidats provenant des lycées techniques du Bénin et des centres de formation professionnelle et d'apprentissage CFPA. Étaient en compétition cette année les métiers de soudeur et de menuiserie bois. Nous avons eu 125 candidats au niveau national. Et à l'issue des tests départementaux, les meilleurs ont été retenus. Et en tout et pour tout, 5 meilleurs de métiers de menuiserie dans les LTP, dans les lycées techniques et professionnels, 5 de ce même métier dans les centres de formation professionnelle, même disposition pour le métier de soudeur. C'est tous ces apprenants qui se sont réunis. Je peux témoigner du niveau de connaissance très élevé des 20 lauréats ici présents qui ont compéti. Sélectionnés à l'issue des phases communales et départementales, les finalistes ont rivalisé d'ardeur et de stratégie. Pendant 4 heures d'activité pratique, ils ont fait preuve d'ingéniosité, démontré leur savoir-faire pour convaincre le jury. Au terme de la délibération, les membres du jury ont désigné pour chaque corps de métier les meilleurs candidats venant des CFPA et des lycées techniques, excepté les premiers prix remportés par les 4 lauréats. Les autres candidats sont repartis chacun avec un lot de consolation. Je voudrais sincèrement vous féliciter pour que vous puissiez continuer sur le même élan. Parce que le plus dur commence après que vous auriez votre parchemin. Il faut vous insérer dans la vie professionnelle. Et pour vous insérer dans la vie professionnelle, il faut vous installer. Vous devez avoir des comportements dignes des gens qui sont sortis de ces grands centres-là. Vous êtes désormais une lumière dans vos métiers respectifs. L'adhésion de vos camarades aux offres de formation de l'UFTP dépend de votre engagement collectif et individuel et de votre détermination à persévérer dans la compétitivité et la quête de la compétence. Je voudrais par ailleurs rappeler aux lauréats qu'il ne suffit pas d'être excellent un jour, mais le rester tout le temps, c'est là le véritable enjeu. En plus de créer l'émulation, les Olympiades des métiers porteurs permettent également de préparer les apprenants à la concurrence du marché de l'emploi. Tout comme les Olympiades, bien d'autres initiatives sont envisagées en vue de valoriser le sous-secteur de la formation technique et professionnelle. Au dit des autorités présentes, le but visé est d'avoir d'ici 2030 70% des jeunes apprenants inscrits dans les centres de formation et les lycées techniques. L'annonce de la revalorisation salariale dans le PAG2 continue de susciter la joie des travailleurs du public comme du privé. Cette vieille revendication des centrales et confédérations syndicales commence par devenir réalité.
Pour les responsables syndicaux, l'annonce de cette décision apaise les cœurs et rassure, mais il ne faut pas perdre de vue le reste du processus qui consiste en l'étude des modalités de mise en application de cette décision qui viendra certainement renforcer la bourse du travailleur et par ricochet le panier de la ménagère. Suivons les explications de deux responsables syndicaux. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2016, il y a eu des taxes, il y a eu des mesures, des décisions qui ont fini par éroder totalement le pouvoir d'achat des travailleurs. Et en cela, vous vous rappelez bien, le 1er mai dernier, l'UNSTB avait lancé un appel au chef de l'État pour faire quelque chose à l'endroit des travailleurs dans le cadre de la revalorisation des salaires. Et donc, cette nouvelle, nous l'avons accueillie, nous l'avons appréciée. C'est une très bonne nouvelle pour les travailleurs. Reste maintenant la mise en œuvre, les modalités de mise en œuvre et surtout la mise en œuvre rapide. Parce que tel que cela a été annoncé, il reste à étudier les modalités de mise en œuvre. Et donc nous souhaitons que ces modalités soient très rapidement étudiées avec les partenaires sociaux que nous sommes. Et dès que cette annonce a été faite, nous devons déjà nous mettre dans les dispositions qu'il faut, nous concerter comme cela se doit, pour voir déjà quel schéma nous aurons à échanger avec le gouvernement, anticiper, n'est-ce pas, nous préparer, puisque le gouvernement a dit dans son communiqué qu'il y aura un dialogue avec les partenaires sociaux, pour que nous puissions aller à ce dialogue-là avec des propositions qui avantagent les travailleurs, des propositions qui, n'est-ce pas, vont permettre réellement aux travailleurs de souffler, n'est-ce pas, après cette réforme du gouvernement. Nous attendons maintenant les modalités, les contours pour savoir un peu qu'est-ce que le gouvernement veut nous donner. Et surtout qu'il a promis et qu'il a dit que des discussions seront engagées avec les centrales et confédérations syndicales pour discuter des modalités de cette revalorisation. Nous attendons que ce soit quelque chose de très substantiel pour les travailleurs parce que le coût de la vie est très élevé, l'inflation et tout cela, ça pèse dans les poches. Et je crois que le gouvernement a vu juste donc, en allant dans ce sens-là. Ce que nous attendons est que d'abord, que le SMIC soit revalorisé. Nous, au niveau de la COSI, nous avons demandé que nous ayons une revalorisation du SMIC à hauteur de 30%, au moins de 40 à 60 000 francs CFA, et que l'indice salarial, le point indiciaire, soit revu à hauteur de 30%. Alors ces revendications étaient déjà contenues dans le cadre de doléances que la COSI a soumis au gouvernement le 1er mai passé. Et je crois que les autres confédérations également sont allées dans le même sens, ont proposé également des choses. Donc je crois que dans les discussions, tout cela sera croisé avec l'intention du gouvernement pour voir maintenant les simulations et voir qu'est-ce qui va être possible en touchant ensuite maintenant le point indiciaire pour que tous les travailleurs à différents niveaux puissent être touchés. Cela indique clairement que si on va dans ce sens, c'est la consommation qui va être boostée. Et si la consommation est boostée, c'est l'économie qui également sera boostée. Et je crois que le gouvernement veut aller dans ce sens. Et comme le gouvernement prend du temps pour préparer et annoncer ces choses, donc s'il a annoncé cela, c'est que les mesures sont déjà en cours pour que justement d'ici là, nous voyons du concret. Et pendant ce temps, les Béninois attendent impatiemment le passage du président de la République à l'Assemblée nationale demain mercredi pour son traditionnel discours sur l'état de la nation. Le président Patrice Talon fera le point de sa gouvernance tout au long des 12 mois écoulés. Il fera également des projections pour 2022. Mais en attendant son discours, nous nous sommes rapprochés de quelques concitoyens pour recueillir leurs attentes. Ils ont soulevé diverses préoccupations que nous partageons ici avec vous. Suivant. Ils ont dit qu'ils vont augmenter le salaire. Je me pose la question de savoir si c'est le salaire seul ou bien le SMIC. Parce que si c'est le SMIC, alors ça va profiter à tout le monde. Même le secteur privé aussi va en profiter. Mais si c'est seulement le salaire, alors c'est le public seul. Là, ils auraient fauté. Donc dans ce discours, il doit nous faire des précisions claires sur notre économie, sur notre politique, notre démocratie, l'électricité même, parce qu'il y a des villages qui veulent de l'électricité. Ils ont fait beaucoup, je les remercie dans ce côté-là. Mais tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Il doit écouter le peuple. Le peuple est son meilleur conseiller. C'est lui le papa. Donc il n'a qu'à entendre les cris de tissage du peuple
Et les denrées alimentaires n'ont qu'à faire de telle manière que les denrées alimentaires soient au prix un peu abordable. Parce que quand ils rentrent en ville et qu'on dit tout a augmenté de l'argent, vraiment ce n'est pas bon à entendre. J'aimerais plus les exhorter à penser au volet social. Puisque nous, en tant qu'étudiants, vous savez, les conditions que nous vivons sur le campus ne sont pas du tout agréables. Tout d'abord, quand je pense par exemple aux allocations universitaires, surtout le retard que ça prend avant de venir, ça c'est pas du tout agréable pour l'étudiant béninois. Aussi, quand je prends les amphithéâtres, les conditions dans lesquelles nous faisons cours ne sont pas du tout agréables. Quand les politiciens vont s'entendre, quand les politiciens de la diaspora vont se mettre ensemble, revenir au Bénin, investir, on aura plus d'opportunités, plus de travail, plus de boulot pour nous les jeunes. Nous voudrions interpeller le chef de l'État par rapport à 4 points essentiels. Le premier point, c'est la réintégration des ACE de la promotion 2008 dont les contrats ont été résiliés à l'issue de l'évaluation diagnostique organisée en 2019. Le second point concerne les questions de formation, c'est-à-dire la formation initiale des instituteurs de l'enseignement technique, des ACE des promotions 2012, 2014 et 2016, puis le retour en formation des agents de l'État qui ont obtenu le BAPES et le BAPET dans la période allant de 2000 à 2009. Il y a également la situation des préinsérés. Il est normal que l'on fasse des préinsérés des agents de l'État et qu'on cesse de les malmener parce qu'ils ont manifesté leur mécontentement récemment et il y a une menace qui pèse sur eux. Nous pensons que ce n'est pas ça la solution. Il ne faudrait pas les sanctionner, il ne faudrait pas résilier leur contrat. Quatrième chose, il faudrait que les problèmes de carrière des enseignants soient réglés et que les rappels soient payés aux ayants droit. Si vous prenez par exemple les infrastructures routières, nous avons constaté que le président de la République a beaucoup fait dans ce domaine. Pour nous, il n'a qu'à continuer. Continuer parce que je peux vous dire, pour quitter Ouédou et aller à Toré aujourd'hui, c'est la joie. Il y a aussi un projet qui va désenclaver les communes de l'Atlantique. Je pense que le chef d'État, dans son discours, on souhaiterait qu'il renforce la technicité, la capacité de pouvoir continuer dans ce domaine. Au niveau de la lutte contre la corruption, nous avons constaté aujourd'hui que tout le monde a peur des choses publiques. Et qu'il soit là ou pas, je pense que tout le monde doit avoir peur désormais. Quel que soit le poste de responsabilité qu'on vous met aujourd'hui, vous devez avoir peur des choses publiques. Et nous voulons qu'il renforce l'arsenal juridique dans ce sens pour qu'aujourd'hui, tous les citoyens savent que les choses publiques, c'est pour tout le monde, ce n'est pas pour une seule personne. Je pense que le président de la République doit renforcer aussi ce système partisan pour permettre aux partis politiques d'animer vraiment la vie politique et qu'on sente réellement les partis qui sont représentatifs, qui peuvent parler de la politique. Moi, je suis très heureux de constater qu'il y a 2 semaines seulement, les partis qui ont quand même des conseillers, qui ont des députés, l'État leur octroie maintenant de financement. Et ces financements seront contrôlés. Voilà donc, c'est de ça il s'agit. Moi, je pense qu'on peut renforcer le système, renforcer aussi le développement en général et le social. Je l'annonçais en titre, les 10 dernières années d'activité de l'association Kolping Bénin AKB sont désormais consignées dans un document. Les œuvres caritatives de cette association, organisation non gouvernementale, ont été capitalisées pour servir d'archives dans la suite de leurs activités. Une séance de vulgarisation de ce nouveau document retraçant les forces et les faiblesses de l'AKB s'est tenue ce lundi à Pomancé, au siège de l'association. Reportage. Les leçons à tirer de l'exécution des 3 premiers projets de l'association Kolping Bénin se résument en une compile de 128 pages. 331 personnes affectées par les projets ont confirmé à l'équipe de consultants l'impact significatif de ces initiatives. Toutes les parties prenantes de l'ONG ont souligné la pertinence de la réalisation de ce document mémoire du passé de l'association. L'option s'inscrit dans une dynamique qui vise la sauvegarde des connaissances partageables de peur de les perdre à jamais avec le temps si rien n'est fait.
Ce document de capitalisation est désormais un vade-mecum, qui est une référence en même temps qu'un recours. Référence pour tout ce qui y est consigné, recours pour ce que nous avons à éclairer, éclaircir, pour que nous sachions nous-mêmes aujourd'hui, pendant que nous sommes là, prendre nos responsabilités. Toutes les expériences peuvent et doivent être décrites et analysées afin d'identifier les facteurs de succès, les limites, l'impact général et les conditions de réplicabilité. L'ouvrage de synthèse des activités de l'AKB déroulé entre 2010 et 2020 a été adopté par les instances de l'association quelques semaines plus tôt. C'est pour tenir informé le maximum d'acteurs sociaux possibles que cette séance de vulgarisation a eu lieu. Les experts ayant conduit les travaux de capitalisation retiennent une présence efficiente de l'ONG aux côtés des populations. Nous avons des infrastructures, nous avons des latrines très propres et mises à la disposition de la communauté. Nous avons des châteaux, nous avons des familles qui ont reçu des bêtes pour l'élevage. La recommandation fondamentale, c'est le suivi des infrastructures pour que les infrastructures soient durables. L'association Kolpin Bénin a été créée depuis 1991 et compte aujourd'hui 3500 membres. Organisation catholique issue de la philosophie du prêtre allemand Adolphe Kolpin, elle est présente dans 5 diocèses au Bénin. Le complexe touristique Agualand continue de drainer du monde. Ce dimanche, ce sont les députés qui sont allés s'offrir quelques moments de plaisir et de découverte. Ils avaient à leur côté le président de l'Assemblée nationale. Ensemble, ils ont parcouru tous les compartiments de ce centre qui met en valeur la faune et la flore. Teddy Goudalo. Des députés à l'Assemblée nationale au complexe touristique Agualand. Plus de 2 heures d'horloge, ils ont visité tous les compartiments de ce temple de la nature où la faune et la flore communient en parfaite harmonie. On les appelle les rats palmistes. Donc ils dorment beaucoup en journée et c'est plus en soirée qu'ils s'activent. Donc là, en journée, ils font les morts. Et par contre, quand je vais bouger un peu, vous allez voir qu'il va bouger. Vous voyez, ils ne sont pas morts. Du zoo en passant par l'espace de jeu pour enfants et adultes, les autorités se sont également diverties durant le parcours. Je puis vous dire que tout m'a impressionné. Depuis l'espace historique qui retrace un peu une partie de l'histoire du Bénin. En plus, nous avons des espèces rares, des tigres blancs, des lions blancs, une panthère noire, mais des choses, mais vraiment des espèces rares. Ce n'est pas gagné d'avance quand on vous dit que un lion est à 10 kg de viande par jour. Et il faut regarder le nombre d'animaux qu'il y a dans ce parc. Je crois qu'il y a de matière à réfléchir. La visite est longue mais pleine de surprises agréables pour les députés. Même le président de l'Assemblée nationale semble impressionné par ce cadre qui fait la promotion de la culture béninoise, l'écologie et bien d'autres. J'ai été très impressionné par les félins parce que, vu leur âge, 2 ans, 3 ans, et le volume, du fait que je voyais aussi des gens les caresser, mais cela m'a désillusionné. J'ai toujours pensé que c'est des bêtes féroces et qu'on ne pouvait pas s'y approcher. Deuxième chose, c'est les porcs épics. Et là aussi, on chantait quand on était jeunes révolutionnaires, bon, on chantait ça, mais moi, je ne connais pas. J'encourage le collègue qu'il aille jusqu'au bout, qu'il ne lâche pas, qu'il s'investisse pleinement, mais vraiment totalement, afin que dans 10 ans, dans 20 ans, on continue toujours de parler d'Agualand, qu'il y ait plus encore d'animaux,
que ce soit connu dans la sous-région en réalité, que tout le monde parle d'Angualande et au Bénin et dans la sous-région. Le complexe touristique Agualande est un projet de l'honorable Edmond Agua qui a pris corps en 1989. Aujourd'hui, il offre une diversité d'espèces animales menacées de disparition et constitue un centre d'excellence pour les sorties pédagogiques, les recherches et les stages pratiques. Non à la fuite des recettes, c'est la ligne directrice que s'imprime désormais la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA. Et c'est pour atteindre cet objectif qu'une formation est initiée au profit du personnel, notamment les agents percepteurs. C'est une formation de 2 jours sur la digitalisation du recouvrement des recettes. Les détails avec Narcisse Alossé. Des agents de la Société de gestion des marchés autonomes SOGEMA à l'école des nouvelles technologies pour l'exercice de recouvrement des recettes. Il s'agit d'une formation initiée pour digitaliser tout le système de recouvrement des recettes. Le jour où le gouvernement du président Patrice Talon prône la digitalisation des services publics, il n'est pas question que la SOGEMA reste en marge d'une réforme aussi salutaire pour ses performances globales. Et pour cette nouvelle marche vers la modernisation, Armand Gansé et ses collaborateurs se sont attachés les services d'une société qui a déjà prouvé ses expériences ailleurs. Il s'agit de la société BFT SA. Ce que nous faisons, très simple, les agents collecteurs ne partent plus donc avec des registres manuels. Ils partent maintenant avec un TPE, un terminal de paiement que je peux allumer, vous voyez, et qui va permettre donc de collecter les ressources de manière automatisée. Donc les droits de place sont automatiquement liquidés. On ne vient plus dire, dès qu'on a enregistré le contribuable ou l'usager, on liquide ces droits de place. Quand on vient, on ne discute plus directement, on collecte ce que le TPE aurait dit directement. Dès que c'est collecté, le DG même, depuis son téléphone portable, il sait combien a été collecté de manière instantanée. À en croire le principal orateur du jour, cet outil technologique permet aussi de faire la géolocalisation des usagers. Donc de leur étal, de leurs équipements. Et nous faisons la géolocalisation des agents. Donc un agent, par exemple, qui n'a pas travaillé dans la journée, qui allait s'asseoir sous un arbre, le TPE va identifier qu'il est assis sous tel arbre pendant toute la journée. Le socle de cette révolution technologique, c'est une plateforme qui sera installée à la SOGEMA. Tous les usagers y seront reliés à travers des équipements. Ces usagers auront plus des cartes manuelles, mais ils auront maintenant des cartes NFC, qui sont comme ceci, sur lesquelles on enregistre leur nom, leurs identifiants. Et avec cette carte, quand on pose la carte donc sur le TPE, directement, l'usager apparaît sur le TPE, on peut collecter le droit de place. S'il n'est pas là, il a peut-être laissé ça à son assistante, à la fille qui est là, mais si elle a oublié, il n'a pas reçu ça, on identifie les équipements également avec ça. Donc on va coller ça sur les étalages, de sorte à ce qu'avec le QR code qui est là, on peut également identifier l'usager en son absence. Le vent de la digitalisation qui souffle depuis peu sur l'administration publique béninoise atteint ainsi la SOGEMA. Ces agents percepteurs ont 2 jours pour permettre à leur unité de production de franchir un palier important. La solution technologique à déployer aura pour avantage la maîtrise et l'augmentation des recettes, l'identification unique des usagers, la génération automatique des redevances dues, la facilité des opérations de collecte et la traçabilité des recettes. Le requiem est ainsi entonné pour la fuite des recettes et bien d'autres irrégularités qui jalonnent l'exercice de recouvrement. Cette initiative est précédée d'une opération de recensement des usagers des marchés Bogbanou, Misebo et Kanhi. Nous allons à présent parler sport avec la 2e édition du tournoi des vétérans du Mono qui a pris fin ce dimanche. C'est une finale qui a consacré la victoire de l'ASAF Comé face aux vétérans FC de Grand Popo par le score d'1-0. C'est une compétition organisée par la direction départementale des sports du Mono avec le soutien du Fonds national de développement des activités de jeunesse, des sports, des loisirs, Geoffroy Messon. Dame Coupe du tournoi des vétérans du Mono reste à Comé dans l'armoire à trophées de l'association sportive des anciens footballeurs ASAF de Comé.
Démarré le 5 décembre dernier, ce tournoi, qui est à sa 2e édition, connaît ainsi son épilogue. L'initiative est de la direction départementale des sports du Mono. Elle a eu pour l'occasion le soutien du Fonds national de développement des activités de jeunesse, des sports et loisirs, FNDA, JSL. Nous avons commencé par célébrer les gloires de leur vivant, pour que ce ne soit plus une affaire à titre posthume. L'enjeu ici, c'est que nous puissions nous retrouver et célébrer ces anciennes gloires-là, célébrer ce que vous avez l'habitude de faire, ce que vous savez si bien faire. Il n'y a pas un autre enjeu. Faites plaisir à tous ceux-là qui se sont déplacés pour nous voir, pour voir ce que vous représentez et ce que nous regorgeons comme valeur dans le département du Mono. Cette initiative pour les fois à venir bénéficiera encore plus, n'est-ce pas, du soutien du ministère. Parce que c'est une initiative réussie. Ce que nous voyons ici aujourd'hui nous réjouit et nous ferons en sorte que cela se duplique et que cela suscite émulation ailleurs. Pour conserver son trophée, l'ASAF de Commet, en jaune-bleu, a disposé sur ses installations du stade omnisport de Commet des vétérans FC de Grand Popo en blanc-rouge. La rencontre s'est déroulée dans l'après-midi du dimanche 26 décembre 2021, s'est soldée par le score étriqué de 1-0. En levée de rideau de cette finale, il y a eu un match de gala qui a mis aux prises les anciennes gloires du football originaire du Mono en blanc et la baffe de l'Okossa en vert. Une rencontre soldée par un score anecdotique de 3-1 pour les Verts de l'Okossa. L'objectif, c'est les retrouvailles. Tout le reste, là, c'est zéro. C'est les retrouvailles. Ça nous a permis de nous retrouver, de retrouver les anciennes gloires, nos devanciers, qui sont allés à l'extérieur, qui sont des pros, qui sont revenus croiser les crampons avec nous. C'est une fierté, c'est un honneur. C'est pas mal. Si présentement on peut organiser les matchs comme ça, comme les anciens, ça serait un bon truc. Nous sommes libres à Cotonou, à tout moment on nous appelle, c'est les anciens Pékin. Donc on est libre à tout moment, on nous appelle, on est libre à venir pour jouer, pour donner de bons exemples aux nouveaux joueurs. Divers lots, allant des jeux de maillot à des ballons, en passant par des médailles, ont aussi été distribués aux participants suivant leur mérite. Nous allons à présent faire un voyage dans le passé pour découvrir l'une des armes de séduction des femmes otamari. C'est une parure traditionnelle faite de piercing sur la lèvre inférieure de la bouche, appelée dimieri en langue otamari. Elle était jadis source d'honneur et de fierté chez la femme en pays otamari. Allons à la découverte de cette parure qui faisait la beauté des femmes otamari. Nkwa Mouchiega, la cinquantaine révolue, est l'une des rares femmes de l'ère culturelle otamari qui continue de porter cette boucle à la bouche appelée dimiari en langue locale d'Itamari. C'est une parure faite en pierre polie ou en bois, parée de brillantine, que la plupart des femmes de la région otamari devraient placer sous leurs lèvres inférieures préalablement percées pour séduire les hommes. Dans la localité de Bukumbe, à l'époque, aucune femme ne pouvait se passer de cette parure si elle veut s'attirer un prince. Dans le temps, la femme otamari, son accoutrement, ce n'était pas gagné d'avance. On ne va pas dans une boutique pour s'acheter les ornements tels que boucles d'oreilles, au niveau de la lèvre. Mais elles veulent se sentir, la femme otamari veut se sentir femme, différente donc de l'homme, et doit avoir un accoutrement attrayant. Et ça fait que lorsque vous êtes jeune, déjà à partir de 10 ans, très tôt, on vous perce les oreilles. Mais à partir de 10 ans, vous perce la lèvre inférieure. Et vous y mettez quelque chose. Quand vous êtes jeune fille, c'est simplement une herbe que vous mettez là. Et tout doucement, lorsque vous grandissez,
vous cherchez quelque chose de plus grand, ça devient votre parure. Et donc, vers le bas, certains essaient d'aller, il y a des colorants, sinon des brillantines, qu'on doit passer en bas du bois avant de le placer au bas de la lèvre. De la même manière, au niveau des oreilles, on met de la petite bûchette et on agrandit. Et quand on est mûr comme femme et on finit de faire les cérémonies appelées du country en ditamari, vous portez ça pour dire que vous êtes prête pour aller chez un homme. Et donc, vous vous parez autrement. Ce que la femme fait en bas, l'homme le fait en haut ici, sur les narines. Hein? Certains sur une seule narine, d'autres sur les deux. Et donc, la parure que la femme fait ici, les hommes le font en haut. Loin d'être une pratique rituelle qui s'impose à toute femme otamari de l'époque, Dimiari est juste un mode de séduction ancestrale qui permettait d'identifier la femme et tout son charme au sein de la société. J'étais encore toute jeune quand j'ai commencé à porter cette parure à la bouche. Avec mon âge, je ne peux plus m'en passer car c'est ce que j'ai hérité de mes parents. Toutes les filles de ma génération en portaient et moi je ne peux pas m'en soustraire. Aujourd'hui, ça n'existe plus sur le marché car les fabricants sont morts. Longtemps considérée comme une véritable arme de séduction chez la femme de la région Otamari, Dimiari est de nos jours menacée de disparition. À Bukumbe, tout comme dans les localités environnantes, peu de femmes continuent de l'adopter. Ce percé-là, dans le temps, c'était un honneur, c'était une fierté pour la dame. Mais en même temps, dites-vous que la dame passe tout son temps à arrêter la salive. Quand elle se baisse pour préparer, je me demande si ça ne tombe pas dedans. C'est une belle chose dans le temps. Mais en même temps, l'inconvénient, c'est ça que je vous ai sorti. Et ça fait que, bon, le peuple otamari a abandonné ça petitement. Et aujourd'hui, on ne rencontre plus ça. Malheureusement, nous constatons que cette pratique a disparu. Elle a pratiquement disparu. Il y a des femmes qui portent encore de ces parures et qui ont de ces scarifications se font rares. Plusieurs facteurs sont à l'origine de la disparition progressive de cette pratique. La modernité qui est apparue et ça a fait reculer ce bois qu'il fallait tailler. Peut-être il n'y a même plus ceux qui peuvent tailler. Cette pierre, à un moment donné, qu'il fallait aller façonner, polir correctement, faire que le bout rentre dedans et l'autre bout pointu reste dehors. Peut-être qu'il n'y a même plus des gens qui peuvent faire ce travail qui n'était pas un petit travail. Les gens le prenaient des mois pour pouvoir le faire. Alors, ces exigences ont fait reculer. Et a priori, peut-être nous, on devait peut-être faire ça. Mais l'école nous a sauvés et on a senti aussi que ça n'a pas d'hygiène. Dimiari n'est pas la seule pratique traditionnelle menacée de disparition chez les Batam-Maribé. Les scarifications qui se faisaient au ventre et à l'abdomen de la femme dès l'adolescence ont également disparu des habitudes. Et ça risque donc de disparaître complètement. Mon souhait, c'est que dans les musées à Kutamaroula, qu'on essaie de nous déposer des personnages comme ça, des femmes qui ont ça, telles celles que vous avez vues, et rechercher s'il y en a encore, prendre ceux-là. Il y a des vieux qui ont des oreilles larges comme ça. C'était ça, ils portaient des bois. S'ils peuvent refaire le geste, même si c'est du mimétisme, que vous ayez tout ça là, vous les prenez en photo et ensuite vous essayez de mettre ça dans des musées de Kutamaru pour que ça ne disparaisse jamais. Pratique séculaire et identitaire, Dimiari est caractéristique de la femme otamari originelle. Sa disparition progressive depuis les années 80, même si elle n'a aucunement impacté la tradition otamari, fragilise tout de même le modèle de la femme de cette région des Tatars. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Bonne soirée chez vous.